Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va essayer de parler de tout ce qui est création de spectacle. Alors, on va essayer de reprendre toutes les bases de zéro. Ça s'adresse absolument à tout le monde, que ce soit aux débutants ou à la personne un peu avancée, au magicien avancé. Ça s'adresse aux personnes qui sont peut-être un peu perdues. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ça va sûrement vous intéresser. Le but, ça vous permet d'y voir peut-être un peu plus clair. Est-ce qu'on doit commencer par trouver par exemple un personnage, ou alors est-ce qu'on doit commencer par réfléchir au tour qu'on présente, ou alors est-ce que c'est l'inverse? Comment est-ce qu'on écrit un texte pour qu'il soit suffisamment intéressant pour le public? Et puis comment est-ce qu'on peut apprendre par exemple ces pages de texte? Comment créer un univers? C'est toutes ces questions qu'on va essayer d'aborder ici dans cette vidéo. Donc une vidéo qui s'adresse absolument à tout le monde et qui j'espère permettra de vous débloquer sur la création de votre spectacle. On va voir en profondeur les étapes une par une, donc on va voir comment créer un univers, comment définir notre type de spectacle, ça va être la première partie, euh, comment créer un texte, créer une histoire intéressante pour le spectateur. Donc autant d'étapes qui vont nous intéresser et qu'on va aborder dans cette vidéo. À la fin, vous saurez créer un spectacle impactant, en tout cas je l'espère, et mémorable pour vos spectateurs. Si vous avez besoin d'aide, je fais du consulting. Au cabinet d'illusion, on fait du consulting, on propose du consulting aux personnes qui cherchent à créer un spectacle, créer un numéro, ou en tout cas à fabriquer des illusions sur mesure. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou si vous avez besoin. Je vous propose de commencer tout de suite par ce qu'on peut appeler comme définir le spectacle. C'est la première grande partie. Alors, ça peut paraître bête, mais c'est important de commencer par la structure de ce spectacle. Euh, il y a plusieurs types de spectacles, comme vous le savez. Ça peut être des spectacles dits close-up, donc de magie de proximité. Ça peut être des spectacles de scène, de grandes illusions. Ça peut être des spectacles de table à table. Il y a plusieurs types de, de spectacles. Ça peut être de la déambulation, de la rue. Et c'est important déjà, si vous voulez créer un spectacle, de définir bêtement quel est ce type de spectacle que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez donc faire la grande illusion, le close-up, etc. Ça, c'est le premier point à aborder, le premier point à vérifier pour créer votre spectacle. Ensuite, vous allez peut-être vous demander aussi, est-ce que ça va être un spectacle humoristique, sérieux, sur quel ton vous allez devoir l'aborder, est-ce qu'il va être fantastique ou pas, etc. Ça, c'est un peu le second point. Et en fait, tous ces points-là, ça va être autant de contraintes qui vont vous permettre au départ d'avoir un champ très large de spectacles possibles, et au fur et à mesure, ça va vous permettre de restreindre le champ des possibles et de créer et d'affiner votre spectacle au fur et à mesure. Alors, les contraintes, elles vont choisir en fait pour vous le spectacle que vous allez créer. Les contraintes, ça peut être aussi bien au niveau du coût. Est-ce que vous avez une somme fixe, par exemple, à investir dans ce spectacle? Vous avez peut-être un montant maximal que vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser plus. Donc ça peut être une première contrainte. Ça peut être le lieu. Si vous voulez, par exemple, tourner dans des théâtres, ça va peut-être pas être les mêmes contraintes que si vous voulez créer un spectacle de déambulation, donc là où il n'y aura pas forcément de lieu défini, ou dans la rue, etc. Ça va être l'esthétique. Est-ce que vous allez avoir des décors? Autant de choses qui vont, des contraintes qui vont impacter la création de votre spectacle. Euh, le choix du public aussi est important. C'est une contrainte très forte. Est-ce que c'est un public qui va être dit de festival? Est-ce que ça va être un public d'enfants, un public d'adultes? Est-ce que ça va être pour des cadres d'entreprise? Ça aussi, c'est une nouvelle contrainte qui vous permet de réduire un petit peu le champ des possibles pour affiner la structure du spectacle, pour définir le type du spectacle. Il y a la langue du spectacle, évidemment, aussi, comme contrainte. Dans quelle langue vous allez le faire? Si vous êtes amené à tourner en certains autres pays, par exemple, et la durée de ce spectacle. En magie, évidemment, on préconise de ne pas dépasser les 1h30, 2 heures, et choses comme ça, mais il y a des spectacles au sens plus large qui peuvent faire jusqu'à 4 heures, par exemple, on pense aux opéras, etc. Alors, bien que je ne recommande pas forcément de faire 4 heures de spectacle continu, mais en tout cas, c'est une vraie question on peut voir que c'est une vraie question qu'on peut se poser, de quelle est la durée de ce spectacle, qui va d'ailleurs avoir un petit lien avec le niveau du coût en général. Plus il est long, plus vous allez avoir de matériel ou de choses à faire, et plus ça va peut-être être coûteux niveau finance. Donc ça aussi, c'est une nouvelle contrainte. Est-ce que le spectacle doit faire rire? Est-ce qu'il doit divertir, faire réfléchir? Donc voilà, ça c'est autant de contraintes que j'ai essayé de vous donner pour définir le type de spectacle. Là, c'est la première partie, juste on prend une feuille, on définit toutes les contraintes une par une, et ça va commencer à affiner le spectacle qu'on veut créer. Une fois que vous avez grosso modo ce type du spectacle-là, on a à peu près la structure, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va faire un spectacle de scène, voilà, on sait que ça va être sur un ton un peu sérieux, qui va faire réfléchir les gens. Bon, maintenant il faut créer un univers. C'est la première vraiment grande étape, on va dire, de la création de spectacle.
Alors, pour créer un univers, il y a plusieurs méthodes, mais je vais vous en donner une concrète que vous pouvez appliquer point par point. Déjà, il y a le thème général. Alors, le thème général, pour moi, c'est une brique de base. C'est un peu l'impulsion de départ, la brique d'idée. C'est juste un thème qu'on va marquer sur une feuille. Donc, je dis n'importe quoi, ça peut être le Japon, par exemple. Donc voilà, ça va être le thème de base de votre spectacle, le Japon. Ça n'a pas besoin d'être très grand, vous avez juste besoin d'un mot-clé, deux mots-clés. Donc là, je vous dis Japon. Et ça va être le thème de base, le thème général qui va vous permettre de créer votre univers. Alors, maintenant, il va falloir s'imprégner du thème. Vous avez votre thème défini, le Japon, pour votre spectacle. Et vous allez devoir vous en imprégner. Par exemple, vous allez commencer à écouter toutes les musiques qui ont un lien avec ce thème. Vous allez commencer à lire tous les livres, voir tous les films, lire des poèmes. Si c'est le Japon, ça va être par exemple des haïkus. Si c'est la musique japonaise traditionnelle. Les films, ça va être les animés japonais par exemple. Le champ lexical autour du Japon. Est-ce qu'il y a des mots japonais qui sonnent bien à l'oreille, qui vous semblent familiers, qui sont jolis, qui vous parlent tout simplement, des documentaires sur le Japon? Pourquoi pas aller au Japon si vous pouvez vous le permettre, aller dans des expositions sur le Japon, faire un stage chez quelqu'un qui a un métier en lien avec le Japon. La première chose qui me vient à l'idée, c'est tout ce qui va être calligraphie, travail du papier, etc. Ça peut être n'importe quoi. Mais le but, c'est en tout cas les arts martiaux. L'important, c'est de se rapprocher au plus de ce thème-là et de s'en imprégner jusqu'à la moelle, en fait. Ça peut aller jusqu'à même voir l'odeur. C'est quoi l'odeur caractéristique du Japon? C'est peut-être l'odeur des fleurs au Japon, c'est peut-être l'odeur des tatamis pour le judo, ça peut être vraiment plein de choses. C'est important de définir tout ça parce que c'est autant de choses qui vont vous permettre de vous imprégner de cet univers, d'être logique, d'être juste avec l'univers que vous allez créer dans votre spectacle. Pour faire ça, je vous conseille, c'est de faire ce qu'on appelle un mood board, un tableau. En fait, c'est un tableau blanc sur lequel vous allez commencer à coller des notes, des post-it, des mots-clés, des liens vidéo. Ça peut être aussi bien fait sur un tableau blanc, un vrai, physique, ou sur un mur avec des post-it. Il y a aussi des logiciels comme Freeform sur iOS ou Whiteboard sur Microsoft, sur la suite Microsoft. C'est autant de logiciels qui vous permettent de faire la même chose, c'est-à-dire de créer un tableau blanc sur lequel vous allez pouvoir marquer vos idées. Peu importe la cohérence, le but c'est pas de trouver un lien, un fil conducteur ou quoi que ce soit. Le but c'est vraiment juste de s'imprégner d'un univers et de pouvoir de plonger dedans au moindre regard. Une fois qu'on a créé ce mood board là, c'est important de le peaufiner. On peut aussi aller sur Instagram ou Pinterest et commencer à enregistrer les posts qui nous inspirent ou qui sont sur le thème du Japon. On peut voir des vêtements sur le thème du Japon, on peut voir des photos, de la nourriture, absolument tout. Là, on est en train de créer vraiment l'univers dans lequel le personnage va baigner pendant tout votre spectacle. Il y a le décor aussi qui va impliquer la présence ou non d'accessoires. C'est ce qu'on a dit dans les contraintes. Est-ce que le décor va être plus ou moins épuré, par exemple? Est-ce qu'il nécessite la présence d'accessoires? Ça, il va falloir que ce soit cohérent avec votre thème. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous permettre d'avoir quelque chose d'anachronique si vous avez un spectacle dans le Japon du 18e, par exemple. Vous n'allez pas pouvoir vous permettre d'avoir les mêmes objets que si vous avez un spectacle dans le Japon actuel. Donc, ça aussi, c'est des petits détails qui vont vous permettre de rendre plus cohérent, plus logique votre spectacle, l'époque ou le décor. Je vais vous mettre des exemples de mood board juste ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble concrètement un mood board. Donc c'est pas forcément sur la magie, c'est sur des thèmes génériques. Je vous les mets juste ici. Et n'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil en description. Je vais vous mettre plein de liens pour les différents outils que je vais citer au cours de cette vidéo pour vous donner un maximum de ressources pour pouvoir créer votre spectacle. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à créer la structure du spectacle. On sait que on veut un spectacle de scène. On a à peu près les contraintes techniques, on va dire. On a créé notre univers. Grosso modo, on sait dans quel univers on va baigner. Maintenant, il faut créer un personnage. Le personnage que vous allez habiter, que vous allez vivre sur scène. Vous avez donc votre thème de base. On va pouvoir se demander aussi si le personnage brise ou pas le quatrième mur. C'est important, surtout en magie. Autant en théâtre, souvent, la plupart du temps, on ne s'adresse pas vraiment directement au spectateur. En magie, il y a souvent une interaction, puisque c'est très difficile, voire compliqué et peu recommandé de faire un spectacle entièrement sans interaction avec le public. Il va falloir commencer à aller l'approcher, il va falloir poser des questions, peut-être faire
choisir des choses, etc. Donc il faut une interaction avec le public, on va briser le quatrième mur. Ça, c'est une question importante à se poser. Est-ce que vous brisez le quatrième mur? Je pense intimement qu'il faut. Après, libre à vous, il y a peut-être des exceptions à cette règle. Il faut maintenant que vous donniez un personnage de A à Z. Vous allez devoir donner une vie entière à votre personnage. Même si vous en parlez pas, et vous n'allez pas explicitement dire au public mon personnage a fait ci, il a fait ça, il a vécu à telle ou telle période, il a vécu ci, il a vécu ça. L'intérêt, c'est d'écrire son roman. Vous allez écrire le roman du personnage. Vous allez écrire sa biographie. Donc vous allez prendre votre éditeur de texte et vous allez commencer, peu importe si vous trouvez un fil rouge ou pas. Là, le but, c'est d'écrire la biographie du personnage. C'est pas de commencer à trouver une histoire pour le spectacle et tout. Ça viendra après. Là, vous allez juste écrire absolument tout ce que vous connaissez sur la vie du personnage. Est-ce qu'il a des tics de langage? D'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il a des mauvaises habitudes ou des habitudes? Est-ce qu'il a une famille, des amis, un métier? Où est-ce qu'il habite? Ça peut aller jusqu'à ses vêtements, ses blessures, ses passions, les choses qu'il déteste dans la vie. Autant de choses qui font que vous allez écrire votre roman du personnage. C'est important pour vous en imprégner encore plus, pour être tout à fait cohérent. Et vous allez voir que en créant ce roman de sa vie, vous allez commencer à laisser paraître quelques petites bribes qui vont peut-être vous permettre de penser à une histoire. Et on va justement parler de l'histoire un petit peu après. Au niveau du personnage pur, je vous recommande fortement, c'est le livre de Claude de Piante, c'est Le pouvoir de la narration magique. C'est une véritable bible dans laquelle il parle de comment créer un personnage, en tout cas comment interpréter un personnage. Claude et Aude proposent des formations au Scarabée jaune. Je vous recommande fortement de faire ces formations pour en avoir fait une. Ça débloque énormément de points, c'est vraiment intéressant et en plus, Claude et Aude sont vraiment humainement incroyables. Donc je vous recommande chaudement ce livre-là et je vous recommande chaudement d'aller faire cette formation au Scarabée jaune pour pouvoir débloquer un petit peu ces points de personnages et de texte. Donc là, vous avez créé à peu près la structure du spectacle, dans le sens où vous savez que c'est un spectacle de scène, par exemple, vous savez le thème général, le Japon, vous avez créé l'univers, le mood board, et vous avez à peu près la vie du personnage. Vous savez que le personnage a fait ci, a fait ça, vous savez ses habitudes, etc. Ça va être important si, par exemple, il a une démarche un peu particulière et tout, ça va vous permettre de vous imprégner de ce personnage. Là, on va maintenant créer une histoire. Alors, créer une histoire, c'est quelque chose de clé, et on en parle d'ailleurs dans Le pouvoir de la narration magique, hein, donc je vous invite encore à le lire. Pour avoir un spectacle intéressant, il faut une intrigue. On ne peut pas se permettre d'avoir une succession d'effets, comme c'est fait assez malheureusement encore dans la plupart des cas. Vous ne pouvez pas faire effet 1, effet 2, effet 3, il faut et juste relier ça par quelques phrases. Il faut qu'il y ait faut vraiment qu'il y ait une plongée dans une histoire. Alors c'est pas simple, mais c'est pas non plus difficile. C'est quelque chose qui s'apprend et quelque chose qu'on peut relativement bien séquencer en plusieurs points, et je vais justement vous les expliquer. Il y a quand même quelques petites clés, quelques petits tips à avoir pour rendre ça plus simple. Alors, c'est vraiment la narration de l'histoire qui va changer totalement un tour. On l'a déjà vu sûrement plusieurs fois. Un tour de magie, vous allez pouvoir le faire, peu importe comment vous allez le présenter, ça va complètement changer en fait la façon dont il va être perçu par le spectateur. Et quelque chose de très simple va pouvoir être perçu comme quelque chose d'absolument incroyable en fonction de la narration que vous allez apporter à votre numéro, à votre spectacle. Vous avez déjà le thème et la vie du personnage. Maintenant, il faut donc créer l'histoire. Pour ça, il y a plusieurs livres que je vous recommande pour pouvoir créer une histoire. Le premier, c'est Écrire pour la magie, évidemment, de Benoît Grenier. Il y a Le pouvoir de la narration magique, comme je vous l'ai déjà suggéré. Et il y a aussi Le guide du scénariste de Christopher Vogler. Alors, il faut ajouter maintenant à la vie de votre personnage des événements, des difficultés. Et c'est pour ça que je vous parle de Christopher Vogler, c'est qu'il a théorisé un peu une méthode pour créer des histoires avec une trame générique qui fonctionne quasiment à tous les coups, qui s'appelle le voyage du héros. C'est 12 étapes qui vont vous permettre de créer un spectacle, de créer une intrigue quasiment sur mesure et un peu à la chaîne. C'est une méthode qui est utilisée par beaucoup de scénaristes dans tout ce qui est audiovisuel, dans tout ce qui est cinéma. Et elle peut s'appliquer très bien à la magie. Donc il y a 12 étapes. On va voir les 12 très rapidement. Le but, c'est pas non plus de s'étendre, ça pourrait prendre
des heures de s'étendre sur chaque point, et sinon je vous recommande la lecture de ce livre, mais c'est juste pour que vous puissiez voir à peu près ce que ça veut dire et où est-ce il nous emmène. Donc d'abord, il y a 12 points en fait pour créer, c'est une trame générique pour créer un spectacle et pour créer une intrigue. Tout d'abord, il y a le monde ordinaire. Donc le héros, le décor est planté et le héros il vit dans un monde ordinaire. C'est l'instant initial où on apprend à connaître le décor, on apprend à connaître le monde, on apprend à connaître les forces et faiblesses du personnage. Ensuite, le point numéro 2, c'est l'appel de l'aventure. Pour une raison ou pour une autre, il y a un problème qui survient, un problème qui doit être réglé, et par le héros. Donc c'est le moment où l'aventure elle commence, là où le héros il va devoir commencer à surmonter quelques péripéties. Le numéro 3, c'est le refus de l'appel. Le héros, il a peur des conséquences de l'appel à l'aventure. Cet appel, c'est pas quelque chose de simple. Il doit affronter des peurs, il doit affronter des choses pour arriver à surmonter les épreuves. Il y a le point numéro 4, c'est la rencontre avec le mentor. Il y a une personne, donc le mentor, que le héros va rencontrer. Cette personne va aider le héros dans sa quête d'une manière ou d'une autre et va lui donner des conseils pour surmonter l'épreuve. Ça, c'est le point numéro 4, c'est la rencontre avec le mentor. Le point numéro 5, c'est le passage du seuil, ce qu'il appelle le passage du seuil. C'est le moment où le héros, il prend son courage à deux mains et il se lance enfin dans l'aventure. C'est le moment de bascule de l'histoire, c'est le point de bascule, c'est là où ça commence vraiment. Le point numéro 6, c'est les épreuves, les alliés, les ennemis. Le héros, il rencontre sur son chemin différentes épreuves, diverses épreuves et ennemis. Et il rencontre aussi des amis sur lesquels il va pouvoir s'appuyer, sur lesquels il peut se reposer. Le héros, il va devoir triompher des obstacles pour parvenir à son but. Ça, c'était le point numéro 6. Le 7, c'est l'approche de la caverne. Donc ça, c'est évidemment c'est une métaphore, mais c'est le héros qui n'a jamais été aussi proche du but, aussi proche de son objectif, de ce pourquoi il affronte toutes ces épreuves. La caverne, c'est la métaphore pour désigner l'endroit où se trouve un peu le Saint Graal, ce qui est recherché par le héros, en fait, l'objectif final du héros. En 8, il y a l'épreuve suprême. C'est la dernière épreuve, l'épreuve ultime, le boss final des jeux vidéo. C'est souvent la plus redoutable. C'est après laquelle le héros pourra atteindre le Saint Graal dont on a parlé. C'est aussi ce que Christopher Vogler appelle l'élixir, le Saint Graal. Donc justement le point 9, c'est la récompense, l'élixir. Le héros, il parvient à triompher de l'épreuve et il obtient ce qu'il attendait tant, l'élixir. En tout cas, c'est l'objectif qu'il a réussi à atteindre. Le point numéro 10, c'est le chemin du retour. Le chemin du retour, le héros, il retourne chez lui, parfois non sans mal, hein, ça peut être aussi le moment de nombreuses péripéties. On pense à l'Odyssée de Ulysse, enfin d'Homère, mais l'Odyssée d'Ulysse, là où c'est le chemin du retour, dans lequel le héros a complètement des objectifs à atteindre, ou en tout cas des points à passer. Donc ça, c'était le chemin du retour. Le point numéro 11, c'est la résurrection. Le héros, il est revenu dans le monde ordinaire, dans le monde initial, mais il y a quand même quelque chose qui a changé. Il n'est plus le même tout à fait. Il est parvenu à mettre la main sur l'élixir et son voyage l'a profondément transformé. C'est important, c'est un point important parce que certaines personnes pensent qu'on peut faire une narration cyclique, circulaire. C'est-à-dire que c'est une sorte de joli clin d'œil qu'à la fin de revenir au début. Alors oui, mais non, parce que c'est le cas, ça peut être intéressant. Simplement, il ne faut pas revenir exactement au début. Il faut revenir au début avec quelque chose un peu en plus. Si le personnage a subi toutes les épreuves pour qu'au final il revienne au point de départ, strictement au point de départ, euh, on- le spectateur aura un peu, pas perdu son temps, mais presque. Je veux dire, il aura vu tout ça pour ça, au final, revenir au point de départ. Ce qu'il faut, c'est que s'il revient au point de départ, il faut qu'il soit quand même un peu transformé, un peu changé. Il faut qu'il y ait quelque chose qui l'ait un peu bouleversé, un peu métamorphosé. Il ne faut pas revenir exactement au point de départ, à mon humble avis. Et enfin, le point 12, le numéro 12, le dernier point, c'est le retour avec l'élixir. Le héros, il utilise l'élixir pour donc il utilise ce qu'il a obtenu pour répondre aux problèmes qu'il avait initialement. C'est la conclusion de l'épopée, c'est la conclusion de tout ce voyage. Ça fait 12 points, c'est peut-être beaucoup à intégrer. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que le but, c'est pas de répondre à ces 12 points étape par étape. Il y a des points qu'on peut enlever, peut-être même certains qu'on pourrait rajouter, ça peut s'entendre. Je vous conseille vraiment vivement ce livre de Christopher Vogler. Euh, Ces points-là sont vraiment plus une trame qui est à suivre pour vous donner des idées.
vous prenez les 12 points et encore une fois, c'est en description. Allez en description, je vous ai mis tous les outils, toutes les ressources nécessaires et je vous remets ces 12 points en description. C'est vraiment quelque chose d'important, ces descriptions. Et donc ces 12 points-là, ça permet d'avoir une trame qui vous permet d'écrire presque à la chaîne votre spectacle. Donc si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez appliquer à la lettre cette trame et vous aurez écrit votre intrigue, vous aurez écrit à peu près votre spectacle. Donc vous voyez que c'est pas si délicat ou si compliqué que ça en fait. C'est quelque chose de très théorisé et de très logique, de très concret. Il n'y a pas vraiment pour le coup, il n'y a pas de magie là-dedans. Ensuite, et ça c'est propre à la magie, il y a un point qui est important, c'est la sélection des tours. Dans les spectacles, par exemple au théâtre, on s'arrête en fait à l'intrigue, on s'arrête une fois qu'on a écrit l'intrigue, on va s'arrêter là. Enfin, on fait évidemment tout ce qui est décor, mise en scène et tout, mais on s'arrête à l'intrigue. Et il n'y a pas plus. Une fois que c'est fait, on apprend le texte et on le joue. En magie, il y a la sélection des tours, il y a une étape supplémentaire. Et il faut que cette sélection, elle soit justifiée, il faut qu'elle soit logique et il faut qu'elle soit cohérente. Il y a différents types d'effets, c'est ce dont j'aimerais vous parler. En magie, il va falloir commencer à ajouter ces tours-là. Et quels sont les tours qu'on peut ajouter? Winston Freer, un magicien dont je vous recommande vraiment le travail, a théorisé ça. Il a décrit différents types d'effets. Donc, il y a les apparitions, les disparitions, les changements de matière, etc. Il y a plusieurs types d'effets. En piochant dans ces 17 familles d'effets, vous allez pouvoir commencer à sélectionner les effets magiques que vous voulez voir pendant votre spectacle. Il faut que les tours servent votre narration. C'est-à-dire que c'est pas l'inverse, c'est vraiment, il faut qu'il y ait un tour, il faut que ça soit justifié par la narration. Il ne faut pas mettre un tour pour mettre un tour. Ce que j'aime dire, c'est qu'un spectacle de magie, c'est avant tout un spectacle dans lequel il y a de la magie. Mais c'est pas de la magie dans lequel il y a un spectacle, dans laquelle il y a un spectacle. Il faut vraiment que vous créiez un spectacle avant tout. Et donc la magie vient un peu saupoudrer tout ça. Mais le but, c'est pas de faire de bombarder d'effets magiques le spectateur. C'est en tout cas pas le but. Il faut que les tours, avant tout, servent la narration de votre spectacle. Ça sert à rien de bombarder d'effets magiques un spectacle. Un spectacle de magie, c'est avant tout un spectacle dans lequel il y a de la magie. C'est pas de la magie dans laquelle il y a un spectacle. C'est important de voir ça. Le spectateur n'a pas forcément comme souhait de voir plein d'effets chocs les uns après les autres. Le but, il faut vraiment que les effets magiques saupoudrent un peu ce spectacle et viennent renforcer la narration. En tout cas, la narration vient renforcer les effets magiques. Évidemment, la sélection des tours, il va falloir jouer avec l'impact des effets. Il va falloir laisser respirer. On ne peut pas forcément se permettre de faire crescendo de plus en plus fort. En fait, dans sa globalité, oui, il va falloir que ce soit de plus en plus fort. Mais linéairement, il ne va pas falloir que ça soit de plus en plus fort. Il va falloir jouer un peu les montagnes russes qui, grosso modo, globalement, vont monter. Mais entre deux effets, on peut se permettre d'avoir un effet un peu moins fort. Ça permet d'avoir des moments de relâchement, des moments de respiration, on va dire, du spectateur. S'il est totalement aux aguets tout le temps, constamment, et qu'il a un effet de plus en plus fort régulièrement, ça va vite le perdre. Notamment si vous travaillez sur l'humour, c'est un peu pareil. Quand vous avez un spectacle d'humour, il faut aussi parfois faire un peu relâcher l'humour. Il faut savoir jouer avec ça. La sélection des tours, ça va aussi dépendre de votre public. Si vous avez un public d'enfants, ça va évidemment pas être le même spectacle que pour un public d'adultes. Si vous avez un public d'enfants, il va falloir que ce soit très visuel, interactif, etc. Vous ne pouvez pas vous permettre de mettre les mêmes tours à un public d'adultes qu'à un public d'enfants qui ne comprendra peut-être pas forcément tous les tours, ou des tours qui ne seront peut-être pas destinés aux enfants. Je pense à des choses évidemment, les lames de rasoir et choses comme ça. Vous ne savez pas pouvoir vous permettre de les faire devant un public d'enfants. C'est évident, mais ça va mieux en le disant. Et ça permet aussi d'avoir des contraintes pour vous sélectionner les tours. C'est pour ça que les contraintes du tout départ sont importantes. Les contraintes qu'on avait définies sur la structure du spectacle, de quel est votre public, parce que le choix de ce public-là va aussi vous faire choisir vos tours dans votre spectacle. Aussi, le choix des tours, il va être fait en fonction de s'il faut un assistant ou pas. On sait que certains tours nécessitent l'assistance de quelqu'un. Est-ce que vous avez la possibilité d'en avoir un? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable?
Ça, c'est des choses importantes à savoir. Et c'est pareil, c'est des contraintes qui viennent dès le départ, dont on a parlé au tout départ. Et ces contraintes vont pouvoir vous permettre de sélectionner au mieux les tours. Euh, des choses toutes bêtes dans la sélection des tours, c'est des petits conseils, mais attention aux tours, par exemple, numériques, les tours de tout ce qui est technologie. Ça peut être évidemment un très grand impact, mais ces tours-là, surtout si vous les faites en théâtre, dans certains théâtres et dans la plupart en fait même, il y a peu, voire pas de réseau. Et on peut se sentir très seul si on fait un tour qui nécessite le téléphone du spectateur ou Internet, et s'il n'y a pas de réseau. Ça, c'est un point important à vérifier avant et qui vous permet de sélectionner les tours. Si vous faites des théâtres, par exemple, et on en revient encore une fois à la structure qu'on a vue au tout départ, des points, des contraintes, si vous faites des théâtres, il va falloir veiller, par exemple, particulièrement à ces points-là. Euh, il faut faire attention aussi aux lumières pour tout ce qui est fil, black art. Donc ça, c'est un autre point. Est-ce que vous avez du fil, du black art dans vos numéros, dans votre spectacle? Si oui, il va falloir des lumières adéquates. Et si vous voulez des lumières, ça rentre en compte dans le budget, dans le coût global, et ça rentre aussi dans la technique. Donc, est-ce que vous pouvez vous permettre de les faire sur n'importe quelle scène? C'est autant de questions qui sont importantes à répondre. Dans la sélection des tours, et j'arrêterai sur ce point-là, il y a aussi la question des rappels. Ça peut être quelque chose d'intéressant d'avoir par exemple un objet qui disparaît et qui réapparaît plus tard. Ça vous permet de créer une structure et de vous permettre de savoir quel tour vous allez faire. Si par exemple vous voulez avoir des liens, un peu comme dans certains films comme Christopher Nolan où vous avez tous les éléments qui se recoupent à la fin, etc. Ça c'est possible. C'est dans la structure du héros qu'on a vu juste avant que vous allez pouvoir commencer à définir ça. Et dans les effets aussi, qui vont vous permettre autant de portes ouvertes à ce genre de petites choses qui font toujours plaisir aux spectateurs de voir que tout est pensé, tout est bien ficelé pour que votre spectacle soit réellement intéressant. Donc voilà, ça c'était le point sur la sélection des tours. C'est un point réellement important puisque typiquement c'est vraiment notre métier en fait. Donc la sélection des tours, après avoir vu tout ce qui est narration, etc. du personnage. J'aimerais qu'on aborde comme, on va dire avant-dernier point, enfin en tout cas dernier point avant la conclusion vraiment, c'est tout ce qui est apprendre et répéter. Juste avant ça, j'aimerais vous parler, puisque là on parle du spectacle en global, j'aimerais vous parler de comment créer un spectacle de close-up. Si vous avez choisi de créer un spectacle de close-up, et là ça s'adresse surtout au close-up, même si les conseils sont aussi valables pour certains comme la scène, etc. Jonathan Renoux a écrit un super livre, Spectacle en couleur, qui redonne énormément de conseils sur comment apprendre son texte, comment créer un spectacle. Il parle notamment de l'impact des effets, de comment est-ce qu'on crée en fait une véritable mini-scène quand on fait du close-up. Donc ça s'adresse vraiment à toutes les personnes qui veulent créer un spectacle de close-up, je le recommande vivement. Et donc ça, c'est sur comment créer un spectacle globalement. Euh, Maintenant qu'on a créé notre spectacle, en tout cas on a toute la trame narrative, on a tout le personnage, on a tout le décor, on a tout l'univers, on a les caractéristiques du spectacle. Vous avez écrit la biographie du personnage, pardon. Il va falloir maintenant apprendre le texte. Donc apprendre le texte, encore une fois, je vous recommande vivement ce livre-là dans lequel il donne des astuces pour apprendre facilement le texte. Il y a énormément de choses et énormément de façons de le faire. Les personnes seront peut-être habituées, vous aurez peut-être été habitué à répéter votre texte à haute voix, peut-être à l'écrire. Ça peut être, voilà, il y a plusieurs façons de le faire. Il va en tout cas falloir passer par l'étape d'apprendre le texte. Et ensuite, il n'y a pas vraiment de solution. Il faut répéter, 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 jusqu'à ce que ça soit naturel et faire des résidences autant que possible. Euh, une chose importante, je pense, c'est que le public a toujours raison. C'est-à-dire qu'une fois que vous ferez une résidence, vous ferez une fois, deux fois, prenez les retours du public. Et ces retours-là, ils seront importants parce que le public a vraiment toujours raison. Peu importe ce que les magiciens vous diront, prenez vraiment surtout en compte le retour du public, le vrai. Et c'est eux qui vont vraiment avoir le dernier mot. À partir de là, à partir des résidences, vous allez adopter une sorte de comportement lean, un peu, comme le lean startup. C'est-à-dire que c'est une amélioration en continu, en itération. Vous allez avoir votre version 1, vous la présentez, le public vous fait des retours, vous vous améliorez avec ces retours-là, vous présentez la version 2, il vous fait des retours, etc. Et c'est une boucle, une rétroaction comme ça, continue, qui fait que votre spectacle va s'améliorer de plus en plus. Ce qu'on appelle une amélioration en système lean.
Au sujet du spectacle en tant que tel, je vous ai également apporté quelques autres livres. Un livre de Ben Hart, un tout petit livret, écrit en anglais, qui se lit très bien, hein, même si on ne lit pas l'anglais. C'est It Starts With Nothing. C'est vraiment, vraiment très très bien. C'est un tout petit livret dans lequel il détaille plein de petits conseils. Comment est-ce qu'on crée un spectacle de zéro, vraiment from scratch. Il explique beaucoup de choses. C'est surtout des sortes de, de petites, de petites phrases inspirantes. Et c'est vraiment, vraiment bien. Je vous recommande de vous le procurer si on peut encore se le procurer. Il l'a sorti pour Blackpool il y a quelques années. C'était vraiment un beau livre. Et il y a encore deux autres livres que j'aimerais vous présenter. Il y a Le Clérothérion, un livre de Sébastien Thiel, un livre assorti de son jeu de cartes. Un jeu de cartes dans lequel vous allez pouvoir vous permettre de créer vraiment sur mesure un spectacle. C'est-à-dire que ça va vous permettre de créer avec le hasard un spectacle à partir de certaines cartes. Il va y avoir des cartes effets, des cartes scénario, des cartes émotions. Vous allez tirer une carte de chaque et vous allez devoir créer un spectacle avec telle émotion, tel objet, tel scénario, etc. Ça peut vraiment vous débloquer si vous avez un problème d'inspiration au niveau des étapes qu'on a vues précédemment. Et enfin, pour tout ce qui est spectacle, on va dire purement narration, purement narratif, il y a la Bible qui est de Yves Lavandier. Alors ça, c'est un pavé, par contre, c'est la dramaturgie. Il parle d'énormément de choses, de tout ce qui est comment créer un personnage, comment le faire vivre, comment le rendre cohérent avec son univers. C'est vraiment la Bible dans tout ce qui est narration, dramaturgie. Je vous le recommande vivement, même si il est assez dense. Vous allez en avoir pour votre argent. Voilà, ça c'était un peu les points, on va dire, généraux sur la création du spectacle. J'aimerais juste conclure sur un mot d'ordre, c'est faire. C'est oser essayer, même si c'est pas parfait. Je sais que c'est simple à dire, et je suis le premier à avoir beaucoup de mal à présenter quelque chose que j'estime pas parfait. Mais je suis intimement convaincu que c'est en présentant qu'on va pouvoir s'améliorer, en ayant des retours. La théorie, c'est bien 5 minutes, mais il y a un moment, il faut passer à la pratique. Faites votre mood board, écrivez l'histoire de votre personnage. Je vous ai donné des étapes concrètes, étape par étape. Vous n'avez aucune excuse, allez sur Instagram ou sur Pinterest, commencez à enregistrer tous les posts sur le thème que vous avez choisi. Commencez à écrire l'histoire de votre personnage. Commencez pas à écrire votre spectacle. Écrivez juste l'histoire de votre personnage. C'est assez plaisant de écrire sa vie, écrire ses relations, ses amours, ses amitiés. C'est quelque chose d'assez plaisant à faire, je pense. Donc faites-le et vivez cette expérience à fond. C'est assez merveilleux de pouvoir créer un spectacle. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, on est là pour ça, on fait du consulting, on aide les gens à créer leurs illusions sur mesure, à créer leur spectacle, leur numéro, à faire la mise en scène de ces spectacles-là. Je mets en description un lien avec absolument toutes les ressources, c'est précieux tout ça. Je vous mets vraiment toutes les ressources que j'ai détaillées au cours de cette vidéo, que j'essaie de faire assez riche, assez gourmande, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous avez tous les livres, un spectacle en couleur, Clérothérion, tous les livres que j'ai pu citer. Vous allez avoir aussi les interviews de Claude Depiante que j'ai faites. J'ai un podcast des Tours de Magie dans lequel j'ai interviewé Claude Depiante, donc il vous parle de ça, de comment créer un personnage, de comment créer un univers. Je vous invite vraiment fortement à regarder ces vidéos qui sont vraiment intéressantes et à aller faire les formations du Scarabée jaune. Je vous mets quelques petites checklists dans ces ressources-là pour que vous ne manquiez rien. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous permettra de vous mettre un peu sur les rails sur comment créer votre spectacle et vous donnera la motivation de le créer. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.